La e-santé, un projet numérique dédié à la santé. Outil aux mille et une possibilités, le numérique ne se présente plus. Inéluctable mais pas fatidique, il réinvente un monde à l'image de celui qui le désire. L'information est à portée de tous. Aussi puissant dans le bien que dans le mal, il bouscule nos habitudes et modèle notre quotidien sans que l'on eût été préparé. Usurpation d'identité, cyberharcèlement, un nouveau monde, nouveau crime. Innocemment, nous diffusons et propageons des petits bouts de nous à travers la toile et donnons le pouvoir à des individus malveillants de nous atteindre, nous ou nos proches, assez de temps pour que l'inconcevable arrive. C'est à cause de cette évolution du numérique, dont l'usage s'est démocratisé, que le RGPD a été conçu. Il renforce le contrôle par le citoyen du traitement de ses données personnelles, traitements qui se doivent d'être transparents. Et ce droit en tant que citoyen est un devoir en tant que professionnel. Tout service, public ou privé, faisant partie de l'Union européenne ou traitant des données relatives à un individu membre de cette même communauté, a l'obligation de mettre en œuvre des actions de mise en conformité afin de garantir la sécurité de tous. Cette garantie est d'autant plus nécessaire dans le secteur médical. Le Ségur du numérique en santé, c'est un investissement sans précédent pour accélérer le virage numérique en santé en France. Accompagner les professionnels de santé en s'appuyant sur des fondations consolidées et modernisées tout en garantissant éthique, sécurité et cohésion, mais également permettre à chaque citoyen d'être acteur de sa santé. Afin d'assurer cet engagement, l'Agence du numérique en santé a mis en place un processus de certification et d'homologation afin de proposer un ensemble de solutions numériques adaptées et sécurisées. Afin de permettre une orientation avisée des usagers vers les structures les mieux adaptées avec l'Aurore et ainsi assurer une meilleure prise en charge comme avec Via Trajectoire Handicap, avoir une meilleure réactivité avec la mise à disposition des résultats d'examen au travers de IMAG, identifier et suivre chaque usager tout au long du parcours santé grâce à l'INS, le tout centralisé dans le dossier usager patient informatisé qui permet de tracer dans le détail chaque parcours de santé, mais également d'alimenter directement le DMP, carnet de santé numérique accessible depuis mon espace santé, le nouveau service de santé dédié aux citoyens. C'est aussi assurer la confidentialité et la traçabilité d'échanges sécurisés grâce à la messagerie sécurisée de santé. Pour accéder à l'ensemble de ces services dans un cadre sécurisé, il est de rigueur de bien identifier les acteurs de santé. L'ANS fait donc évoluer l'identification nationale, autrefois réservée aux professionnels de santé des ordres et des armées, en permettant à tous les acteurs de santé, ne figurant pas dans ce cas, de bénéficier d'une identification nationale unique et pérenne. Conscient de l'évolution du numérique de directoire de chaque établissement et professionnel, de la complexité de la mise en œuvre de l'intégration et de l'utilisation de ces outils, le GCS GUASIS a pour vocation d'accompagner les établissements et professionnels de santé dans ce processus de mise en conformité numérique. C'est d'ailleurs dans cet esprit que le GCS GUASIS propose le portail GUASIS qui centralise l'accès à l'ensemble de ces outils. C'est aussi une équipe entièrement dédiée pour vous informer, vous former et vous accompagner à distance au sein des établissements de santé, au plus près de chaque utilisateur, de manière collective ou individuelle, pour qu'ensemble nous puissions nous projeter dans un avenir numérique sereinement et ainsi garantir la santé de tous et partout sur le territoire. Merci. Bonjour et bienvenue pour ce dernier webinaire, rendez-vous avec le Ségur qui parlera de la cybersécurité, tous et responsables. Euh, Avant de commencer, merci de tenir vos micros fermés pendant les questions et de désactiver complètement votre caméra. Pour information, si vous n'apercevez pas en bas de page l'icône micro, vous devez avoir l'icône participer qui vous donnera accès à l'activation du micro. Pourquoi couper la caméra? Tout simplement parce qu'une visioconférence génère jusqu'à 1 kg de CO2 uniquement pour une caméra ouverte en 1 heure, soit l'équivalent de 5 km en voiture, 578 en TGV, sans compter le partage d'écran qui peut doubler les chiffres que l'on redouble encore en assistant à une visioconférence depuis un smartphone. La bonne nouvelle, c'est qu'une visioconférence aura toujours moins d'impact sur l'environnement qu'une réunion en présentiel qui génère jusqu'à 3000 fois plus de CO2
sans compter la facture d'essence. Je m'appelle Ketsia Lantin et je représente le GCS Guasis, groupement de coopération à but non lucratif, qui a pour vocation d'accompagner les établissements et professionnels de santé, sanitaires et médico-sociaux, dans leur mise en conformité numérique en santé. En tant que chargé d'appui dédié à l'Ouest guyanais, j'accompagne les futurs utilisateurs à l'intégration au quotidien de ces outils, dont principalement le dossier patient usager informatisé. Nous allons commencer le quiz. En fait, ce webinaire se présente sous forme de quiz auquel je vais vous demander de participer. Les questions s'afficheront normalement à votre écran. Sinon, vous aurez une petite pastille verte en bas d'écran qui vous donnera accès aux questions, mais elle devrait s'afficher. Voilà. J'espère que tout le monde est prêt. Qu'est-ce que le phishing? C'est l'action d'attraper un poisson grâce à une canne à pêche. C'est une action dissimulée avec pour but de tromper l'utilisateur ou c'est la sécurisation des données personnelles dans un fichier de l'État. Je vous laisse le temps de répondre. D'accord, je vois que tout le monde a répondu. Le phishing est bien une attaque dissimulée destinée à tromper l'utilisateur. Aussi appelée hameçonnage, c'est une technique frauduleuse destinée à leurrer l'internaute pour l'inciter à communiquer des informations personnelles ou professionnelles en se faisant passer pour un tiers de confiance. Bien que ces attaques soient généralisées par courrier électronique, elles peuvent se produire par tous les moyens de communication possibles. L'objectif étant d'obtenir des données personnelles comme professionnelles, privées ou confidentielles, sans oublier le risque à travers les liens d'être redirigé vers un virus. Pour la sécurité de tous, ne communiquez jamais d'informations sensibles dès lors que vous n'êtes pas sûr de votre interlocuteur, quel que soit le mode de communication. Surveillez les liens reçus avant de cliquer dessus afin d'afficher l'adresse de destination. Vérifiez vos liens et URL. Parfois, un seul caractère suffit à vous tromper. En cas de doute, contactez directement l'organisme concerné par un autre moyen de communication. Avez-vous des questions sur ce point? Pour poser les questions, vous pouvez soit activer le micro ou poser les questions directement dans le chat. Prochaine question. En janvier 2022, la CNIL a infligé l'amende la plus élevée jamais infligée à Facebook avec une amende de 60 millions, Amazon avec une amende de 35 millions ou Google avec une amende de 150 millions. Je vous laisse encore quelques secondes. D'accord. Je vois que tout le monde a voté. En fait, il s'agit bien de Google. Amazon a bien reçu une amende de 35 millions en 2019, Facebook une amende de 60 millions en 2020 et Google celle de 150 millions en janvier 2022. Second record pour Google, puisqu'il a lui-même battu son précédent record de l'amende la plus élevée jamais infligée. Ces grands groupes, au-delà d'être conformes à la réglementation européenne, restent flous quant aux données récoltées et leur finalité, le tout sans consentement. Les cookies sont des petits fichiers générés par les sites consultés. En général, ils servent au navigateur à tenir votre session ouverte et ne pas avoir à vous reconnecter. Mais peuvent également enregistrer votre parcours de navigation, vos préférences et informations personnelles saisies. Ces données peuvent être récupérées, souvent utilisées pour vous proposer des articles ou des sites inspirés de l'analyse, dans le meilleur des cas. Donc, restez vigilants, nettoyez vos cookies et historiques de navigateur régulièrement. Ce paramètre est configurable dans votre navigateur.
N'acceptez que les enregistrements de cookies nécessaires. Ce choix est normalement disponible sur la majorité des sites. Oh, pardon. Avez-vous des questions sur cookies? Prochaine question. IoT, objets connectés. Je ne crains rien puisque les objets ne sont pas connectés directement à Internet. Je n'ai pas confiance. Ces objets peuvent constituer une faille de sécurité. Je ne suis pas sur un réseau public, je suis en sécurité. Vous avez raison de ne pas avoir confiance. Un objet connecté, Internet of Things ou IoT en anglais, est un matériel électronique connecté directement ou indirectement à Internet, c'est-à-dire qu'il est capable d'envoyer ou de recevoir des informations par Internet et peut donc envoyer des informations sensibles vous concernant, vous et votre famille, sur vos habitudes et lieux de vie. Comme tout équipement informatique communicant, ces objets peuvent présenter des vulnérabilités dans la sécurité de votre environnement numérique. Par exemple, en 2019, une petite fille de 3 ans confie à ses parents qu'une voix lui parle dans un babyphone vidéo qu'ils ont installé dans sa chambre. Les parents s'aperçoivent que la caméra change tout seul d'orientation. Un pirate qui avait pris le contrôle à distance de l'objet connecté les observait et parlait à l'enfant pour l'effrayer quand elle était seule. Avant l'achat, renseignez-vous sur l'objet connecté. Vérifiez que l'objet ne présente pas de failles de sécurité connues auprès des sites Internet spécialisés. Consultez le site du fabricant ainsi que les avis des consommateurs qui peuvent fournir des informations précieuses. Modifiez les mots de passe et codes PIN par défaut des objets connectés. Réalisez la mise à jour de sécurité de vos objets connectés et applications qui peuvent leur être associées dès qu'elles sont disponibles. Elles corrigent les failles de sécurité au fil du temps. Si c'est possible, configurez votre objet connecté pour que les mises à jour se téléchargent simplement et automatiquement. Éteignez et désactivez systématiquement vos objets connectés lorsque vous ne les utilisez pas pour réduire les risques de piratage, de vol, d'intrusion et de consommation d'énergie. Sécurisez votre connexion Wi-Fi et vérifiez que votre connexion utilise le chiffrement WPA, qui est aujourd'hui la méthode de chiffrement Wi-Fi la plus sûre. Vous pouvez également rendre invisible votre réseau Wi-Fi. Avez-vous des questions? Prochaine question. Le RGPD pour qui? Le RGPD ne me concerne pas. Je suis libéral, je travaille seul, puis ça concerne ceux qui ont un service informatique. Toutes les structures européennes, sauf les associations à but non lucratif ou toute entreprise étrangère susceptible de traiter des données d'un Guyanais. Et non. Le RGPD, le RGPD concerne autant les grosses entreprises que les micro-entreprises, les libéraux, associations ou administrations publiques, peu importe sa taille ou encore la nature de son activité. Dès qu'il s'agit d'accéder à des données personnelles sur un territoire de l'Union européenne, comme en Guyane. Le RGPD est obligatoire et s'applique à tout service public ou privé faisant partie de l'Union européenne ou traitant des données relatives à un individu membre de cette même communauté. Prochaine question, à moins qu'il y ait une question dans le chat. Qu'est-ce qu'une donnée personnelle? Toute information permettant d'identifier une personne physique, une adresse IP ou une information personnelle en ligne. Nous attendons le dernier vote. Ok.
Il s'agit de toute information qui se rapporte à une personne humaine identifiée ou identifiable de manière directe, comme avec sa carte d'identité, ou indirecte, avec une adresse électronique ou encore un regroupement d'informations qui permettrait d'identifier distinctement un individu. Pour être légal, un traitement de données doit poursuivre une finalité qui doit être déterminée et définie selon un cycle de vie. Les justificatifs recueillis, y compris sous format papier qui n'ont plus d'utilité, soit parce qu'ils sont trop anciens pour justifier de la situation actuelle de l'usager, soit parce que le dossier pour lequel ils ont été demandés et constitué, doivent être détruits. Des questions? Prochaine question. Quelle exigence est imposée au GSMS? Le service informatique doit être en mesure de démontrer, même verbalement, la conformité de l'établissement. Le partage par souci de transparence de toutes les données des utilisateurs avec les institutions européennes. La mise en place de mesures techniques et organisationnelles afin d'assurer une protection optimale et continue. Donc, effectivement, tout le monde a bien répondu. Il y a toute une démarche de mise en conformité réglementée et le GCS peut vous accompagner dans cette démarche. Mais ce qu'il faut retenir en 2 mots, transparence et sécurité. Toute personne ayant accès à des données personnelles, que ce soit les siennes ou celles d'un tiers en dehors de son propriétaire, est responsable et doit pouvoir à tout moment de justifier du traitement porté aux données. Qui y accède, pourquoi, comment et combien de temps. Et ce, quelles que soient les fonctions de l'individu dans la structure. Il s'agit d'avoir un process clair, défini et écrit, accessible et compréhensible de tous, que la donnée soit enregistrée numériquement ou sur papier. La première étape est d'entamer une réflexion individuelle sur la façon d'envisager le traitement des données et de ne pas hésiter à remonter les points qui pourraient porter préjudice, voire ceux que vous pourriez et devriez améliorer. Question suivante. J'envoie un mail par jour pendant 1 mois. Je génère 18 000 grammes de CO2, soit l'équivalent de 93 km en voiture, la consommation de 20 litres d'eau en bouteilles plastiques, 15 kg d'ordures ménagères. D'accord. Tout le monde a répondu. Le cycle de vie d'un courriel, envoi, réception, lecture et suppression, génère environ 19 grammes de CO2, soit l'équivalent d'une ampoule restant allumée pendant 1 heure et l'envoi d'un mail par jour pendant 1 mois. C'est donc l'équivalent de 93 km en voiture ou encore une consommation de 40 litres d'eau en bouteille. Plus de 10 milliards de courriels s'échangent chaque jour, chaque heure dans le monde. Plus de 140 millions de requêtes Google sont effectuées dans ce même temps, soit l'équivalent de 1000 allers-retours Paris-New York en termes de CO2 émis. Le secteur du numérique est à l'origine de 3,7% des émissions totales de gaz à effet de serre. Un data center consomme en moyenne autant qu'une ville de 50 000 habitants. La moitié de l'énergie qu'il utilise est destinée à le refroidir. Ayez une attitude responsable. Sachez qu'une donnée qui existe est une donnée qui vit, que ce soit un fichier, un mail ou même un document dans une corbeille. Une donnée qui consomme est une donnée qui pollue.
Traitez vos mails, pensez à dépoussiérer ou faire dépoussiérer vos équipements, comme à les nettoyer numériquement. Optez pour la règle d'or suivante, limitez le nombre de clics. Sachez que plus vous stockez, plus vous consommez, plus vous augmentez les besoins de stockage et les besoins de refroidissement de data center. Non, désolé, c'est pas 4 grammes de CO2. Voilà. Et il faut, pour les grammes en CO2, ça peut être plus léger. Après, ça va dépendre aussi de ce que vous allez mettre. Dès que vous mettez une pièce jointe, je réponds à une remarque dans le chat, pardon. Une pièce jointe ou voilà, des images comme des signatures, ça va augmenter le poids en CO2. Je crois qu'on peut même descendre à 1 gramme des fois de CO2 si c'est simplement du texte envoyé à une personne. Et là, le poids, comme je disais, c'était par rapport à un cycle de vie. C'est-à-dire que la création et l'envoi génèrent du CO2, la réception de l'autre côté génère du CO2, la lecture génère du CO2, la suppression. Et c'est un cycle, les 19 grammes, c'est pour le cycle complet quand il est fermé. Il faut savoir que si vous ne supprimez pas, comme je disais, il continue à consommer. Puisqu'il est encore stocké, il faut encore vérifier qu'il existe. Donc, voilà. Donc, oui, pour les 4 grammes, mais seulement lors de l'envoi. Voilà. Nous avons terminé ce petit quiz. Je ne sais pas si vous avez des questions sur l'ensemble. En dehors de ça. Avant de terminer, faire un petit rappel sur le numérique, source d'impact et impact sur l'environnement. Il faut savoir qu'un équipement numérique requiert des dizaines de matériaux en provenance du monde entier et l'extraction de ces minerais est très coûteuse pour l'environnement. Cette pollution, souvent invisible depuis la France, est appelée pollution importée. Mais cette pollution n'a pas que des impacts sur l'environnement. À l'est de la République du Congo, on parle de minerais de sang dus au commerce de tungstène, éteint et tantal, et dont le commerce illégal finance les guerres civiles. Dans la région de Baotou, en Chine, l'extraction des terres rares entraîne d'importants rejets toxiques dans l'air, l'eau et les sols. Pas si loin de chez nous, en Amazonie brésilienne, les rivières des Waimiri-Atruari sont durablement polluées par l'industrie minière de l'étain et du tantal. Quant à la fin de vie de nos équipements, un rapport de l'ONU datant de 2013 évalue à 75% des déchets électroniques qui échappent aux filières légales de recyclage. Ils sont exportés illégalement et terminent leur vie dans d'immenses décharges à ciel ouvert. Donc voilà, optez pour un numérique responsable et sécurisé. Soyez irresponsable. J'espère que ça vous a plu. C'est terminé. Et juste pour la petite info, il est prévu dans les années à venir d'avoir un data center sur les terres sud-américaines. Donc voilà, à savoir que pour refroidir un data center sur nos terres, ça va consommer beaucoup d'énergie. Donc on va dire que notre géolocalisation nous rend directement responsables des futurs dégâts écologiques du territoire. C'est terminé. Merci beaucoup pour ceux qui ont assisté à cette présentation. Une dernière fois, est-ce que vous avez d'autres questions? D'accord. Je vous libère. Bonne journée à vous tous et merci encore d'avoir participé. Merci, au revoir.